Cosa Vostra. Et je dirais même une appétence au sujet parce que finalement, alors quand on est sur des réseaux en propre de nos propres magasins, bon, je dirais que c'est la conviction, elle est facile, c'est de la conviction interne à l'entreprise. Quand on parle avec un patron de réseau franchisé, en fait, la question, elle va pas être tant sur est-ce qu'il faut faire du e-commerce. En fait, la question est plutôt comment on fait du e-commerce. Et ces patrons, en fait, sont généralement comme toi et moi, en fait, ils voient ce qui se passe au quotidien. En plus, ils ont un sens commerçant assez fort. Donc, ils voient quand il y a plein de livreurs à vélo, parce que faut le rappeler, hein, l'émergence des acteurs comme Deliveroo, ça date à peu près de ces années-là, hein, 2015-2016. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Alexandre Notin. Salut Alexandre, tu vas bien ? Oui, ça va très bien. Merci. Très très sympa d'avoir accepté mon invitation. Alexandre, tu es le directeur digital de Franprix. Aujourd'hui, on change un petit peu de gamme et de taille. On va parler du e-commerce chez Franprix. Franprix qui est évidemment une entreprise du groupe Casino, mais axée surtout sur le commerce de proximité. Et tu me l'avais dit en préparant, mais on y reviendra, qui est un peu le laboratoire du groupe sur l'innovation. Oui, Donc tout à tu as fait. un poste qui est relativement clé, si je comprends bien du coup, pour le groupe Casino. Oui, c'est cela. Bon. On va rentrer dans le détail juste après, mais effectivement, laboratoire, innovation, c'est les mots-clés et beaucoup de test and learn aussi. Formidable. Les questions que je me pose, et j'espère qu'on y répondra, je suis certain d'ailleurs, lors de cet entretien. Alors, très high level, avec beaucoup de hauteur, c'est l'avant, le pendant et l'après dans le e-commerce et la grande distribution et la grande conso. Je serais heureux d'avoir ton avis, ta vision, ta compréhension de ce qui s'est passé et d'où on va. Et ensuite, de manière plus pragmatique, comment est-ce qu'on aborde le e-commerce chez Franprix ? Comment est-ce qu'on aborde la transfo digitale dans un groupe comme Casino, qui est un gros groupe, hein. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans une équipe e-commerce, qui doit être ton équipe du coup chez Franprix. Je te remercie une fois de plus d'avoir accepté cette invitation. Je suis très heureux de commencer cet entretien. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours ? Alors, mon parcours. Donc, j'ai démarré en 2007 dans les télécoms. J'ai rejoint l'opérateur SFR. Donc j'ai fait 9 ans de télécom, très orienté B2B, puisque j'ai travaillé exclusivement pour le domaine entreprise, et j'ai commencé au sein d'une direction financière sur tout ce qui est analyse de rentabilité, et par la suite j'ai rejoint pendant 7 ans la direction marketing sur différents lancements d'offres et puis des projets de lancement stratégique sur des segments de marché, toujours entreprise. Voilà. Mais pas e-commerce du coup. Et pas du tout e-commerce, tout à fait. Ok. Gestion de projet, beaucoup de sens client et beaucoup de liens aussi avec le terrain, le commerce, mais très B2B du coup, puisque c'était à la fois des très petites entreprises comme des très gros comptes du CAC 40 qui étaient clients de SFR. Et donc le but était de toujours jouer entre l'orientation client et puis le sens du commerce, tout en jouant la rentabilité de ce qu'on fait. Ok.
Et donc il y a 5 ans, j'ai rejoint le groupe Casino au sein de l'enseigne Franprix, d'abord comme chargé de mission pour la direction générale, et puis de fil en aiguille, un petit projet qui est devenu un gros projet et qui m'a amené à devenir directeur digital et de porter la responsabilité du développement du e-commerce. Excellent. Alors, juste, ça veut dire quoi, chargé de mission pour la direction? Un chargé de mission pour la direction, c'est en gros tout ce qui est reporting pour le groupe, animer des comités de direction. Voilà, c'est un peu le bras droit du DG dans ses missions quotidiennes et sur les plans stratégiques. Voilà, donc c'est une vue, on va dire, relativement transverse de tout ce qui se fait dans les différentes directions et puis de l'accompagnement pour un directeur général. Hyper intéressant. Vous êtes beaucoup? Vous étiez beaucoup? Oui, il Sur... y en a plusieurs, Il y en a j'imagine, qu'un. dans le CAB. Il y en T'étais a le qu'un. seul dans le... Ok. J'étais seul. Et Franprix, en fait, c'est une enseigne. Au siège, on est à peu près 200. Donc, c'est des petites équipes et avec beaucoup d'agilité justement pour travailler sur tout type de mission. Ok. Et comment est-ce qu'on passe de ça à responsable du digital, directeur du digital? Alors, en fait, pour l'anecdote, au début, ce sujet e-commerce était on va dire, un projet parmi tant d'autres que j'avais sur mon temps libre et qui n'était pas du tout live parce que quand j'ai rejoint en 2015 Franprix, il n'y avait pas d'e-commerce, il y avait très peu de stratégie digitale, ça se limitait beaucoup à du Facebook et pas encore Instagram, donc finalement assez peu de choses et une réflexion de se dire comment on pourrait se lancer sur de l'e-commerce, est-ce qu'on le fait nous-mêmes, est-ce qu'on le fait via des marketplaces et en fait on va dire qu'on a été rattrapé par l'actualité, ce qui a été une très bonne chose en partant assez en retard finalement sur ces sujets-là. Le PDG du groupe Casino nous a demandé de travailler sur un lancement avec Cdiscount pour mettre en place une marketplace alimentaire et être capable de livrer des produits en 90 minutes dans Paris à destination donc des urbains et travailler donc conjointement avec Cdiscount pour mettre ça en place en 1 mois et demi. Ça, c'est en 2015. En 2015, ouais, tout à fait. D'accord. Et Cdiscount, alors je fais la parenthèse, mais Cdiscount appartient au groupe Casino. Hein. Tout à fait, oui, c'est une autre déjà filiale. En 2015. Oui, tout à fait. C'est une autre filiale du groupe, donc un leader du e-commerce en France. Et donc l'enjeu, c'était de savoir comment on connectait finalement nos magasins pour préparer des commandes et être capable de les livrer en recevant des commandes qui étaient issues du site Cdiscount. Et donc, je parlais d'actualité puisqu'en fait, l'enjeu, c'était d'anticiper l'arrivée d'Amazon Prime Now à Paris, qui s'est lancé l'année suivante, et donc de finalement tester la livraison alimentaire depuis un site leader du e-commerce. Prime Now, c'est déjà 2016 ? Et oui, déjà. je pensais que c'était quand même plus tard que ça. Ok. Si, c'est arrivé, alors pas d'abord avec Monoprix, mais en tout cas c'est arrivé dans le courant 2016, de mémoire mi-année. Et donc c'était en anticipation de cette arrivée d'Amazon. Ok, compris. Et alors, vous avez relevé le défi ? Et alors, on a relevé le défi. Donc là encore, il a fallu faire preuve d'agilité parce qu'en ayant strictement aucun système d'information pour faire du e-commerce, il a fallu trouver de quoi faire un système en 1 mois, en 1 mois et demi, et puis être capable de se brancher à Cdiscount et puis d'avoir un service live le 1er décembre 2015. C'était pari tenu puisque on a réussi à le faire. Et donc, quand on fait ça, évidemment, on travaille avec des startups pour aller plus vite. Et ça a été aussi le lancement. Enfin, c'est arrivé en même temps que le lancement de Stuart à Paris, puisque ils étaient encore, je dirais, une startup. C'est moins le cas aujourd'hui puisqu'ils sont devenus très gros. Mais donc Stuart qui livre sur le dernier kilomètre, et on a été une des enseignes de lancement de Stuart à Paris. Stuart qui est maintenant dans le groupe La Poste, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc livraison. Livraison. Et donc tu m'as dit 1er décembre 2015, c'est ça ? Oui. Alors on a lancé
Vas-y. c'était effectivement, on a lancé un service qui a changé de nom depuis et qui a été retravaillé différemment, qui s'appelait Alimentaire Express, et qui donc permettait de se faire livrer. Les commandes descendaient dans nos magasins et puis ensuite étaient livrées par un Stuart. Et donc ça nous a permis de mettre le pied à l'étrier à l'e-commerce. Ok, compris, compris. Vous étiez la première enseigne du groupe? Alors on était la première enseigne du groupe, sachant qu'il y a quand même du e-commerce qui existait par ailleurs, notamment chez Monoprix ou chez Casino, sous forme de drive. Néanmoins, on est sur de l'urbain, donc on voulait absolument être sur de la livraison. Ok, Et compris. voilà. Donc, alors, est-ce que tu peux présenter Franprix alors, Franprix, c'est une enseigne qui a plus de 60 ans. Hein. Elle a été créée en 1958 par Jean Baude. Donc, c'était une enseigne familiale. C'est d'abord une centrale d'achat qui a agrégé tous les petits épiciers de Paris et qui est devenue une enseigne au fil du temps. À l'époque où, si on reprend, on fait un retour en arrière, dans le passé, on se parle d'une époque où c'est l'émergence de l'hypermarché, donc les gens vont plutôt faire leurs courses en périphérie plutôt qu'en centre-ville, et donc se développe tout un réseau de petits commerces de proximité qui cherchent finalement à agréger leurs forces autour d'une centrale d'achat et d'un entrepôt unique, et donc c'est l'émergence de Franprix. Et progressivement, donc c'est devenu une enseigne qui s'appelait Marché Franprix, pour ceux qui se souviennent de ce petit cœur sur un fond gris, qui est devenu ensuite un fond blanc avec des couleurs rouges. Ok. Et donc l'enseigne ensuite a été rachetée par le groupe Casino, d'abord en participation dans les années de mémoire 97, et puis rachetée à 100% en 2007 auprès de la famille Baude pour intégrer le groupe Casino. Et à l'époque, il y a combien de points de vente? À l'époque, on devait être autour de 800. Aujourd'hui, on est à 900 points de vente. Et on a une spécificité, c'est que c'est une enseigne historique, mais qui n'est que régionale. On est une enseigne de proximité de centre-ville qui s'est beaucoup développée de par cette nature de entrepôt et franchise sur l'Île-de-France, puisque 90% de nos magasins sont en Île-de-France. Sur les 900, ça veut dire que les 800, enfin 810 sont en Île-de-France. Sont en Île-de-France, oui, tout à fait. Ok. Et après, on a quelques présences sur Lyon et Marseille. Ça fait un quadrillage incroyablement dense alors. Ça fait un réseau très dense, tout à fait. Mais du coup, pardon, je te laisse continuer. Pas de souci. Et donc l'enseigne a testé différents concepts jusqu'à ce dernier concept que vous connaissez maintenant quand vous baladez dans les rues de Paris ou de banlieue ou dans certaines villes comme Lyon ou Marseille, c'est-à-dire cette mandarine et ses couleurs orange, puisque le projet de l'entreprise en 2015 qui s'est lancé, c'est le projet Mandarine. Qui reposait sur 4 piliers, donc l'offre, les hommes, les services et le concept que vous connaissez avec son store orange, cette entrée très dégagée, les vitrines ouvertes et ce qu'on appelle une zone de tableau et de service à l'entrée, c'est-à-dire un peu expérientiel, avec du poulet rôti, avec des machines à jus d'orange en self-service et des zones de vie où on peut s'installer à l'entrée du magasin. J'ai trouvé ça hyper intéressant quand vous avez lancé ce concept, effectivement. Et pas longtemps après, on suivi les bars à salade, si je dis pas de bêtises. Mais ça devient vraiment, ça s'est inscrit, c'est marrant, dans des habitudes de travail, quoi. On peut aller faire sa salade ou s'acheter quelque chose à réchauffer directement dans le Franprix, s'asseoir pour y faire sa pause. Je dis pas que c'est la plus glamour, mais ça reste un moment sympa. C'est intéressant, quoi. En tout cas, c'est intéressant de prendre cette direction. Et en tout cas, on voit que ça marche parce que effectivement, le bar à salade, pour prendre cet exemple-là, en très peu de temps, il a pris une quote-part non négligeable de notre chiffre d'affaires. Toutes ces tables, ces manches debout, etc., on voit qu'ils sont occupés, que ça rend bien service à nos clients. Et donc l'enjeu, c'était de continuer à développer ça au maximum dans les magasins.
mais en tenant compte aussi des spécificités, puisque en étant très local, on ne travaille pas les magasins de la même manière en fonction de leur zone de chalandise. Si c'est plutôt résidentiel, plutôt touristique, plutôt bureau, on adapte l'organisation du magasin et son offre en fonction de la zone de chalandise. Ok, compris. Du coup, la question que je voulais te poser avant, parce qu'on y est, hein, c'est justement une enseigne qui est sur la proximité. Oui. Alors que proximité et e-commerce et livraison, je trouve, sont un peu antinomiques. Alors, je suis conscient qu'on a de plus en plus tendance à commander des choses qu'on pourrait aller chercher au coin de la rue. D'ailleurs, on le voit avec Uber Eats, avec Deliveroo et d'autres enseignes, d'autres acteurs, dans cette veine-là. Mais se faire livrer ses courses ou commander en course commander en course en ligne ses courses, excuse-moi, pour un magasin qui se trouve à moins de 500 mètres, moins de 300 mètres, c'est pas un pari évident en 2015. Alors c'est pas un pari évident et là où tu pointes du doigt un élément clé de la réflexion, c'est que il y a un gros paradoxe entre rendre le magasin de plus en plus expérientiel et travailler du e-commerce qui est plutôt sur une notion d'efficacité plutôt que, enfin, il y a toujours une notion d'expérience parce qu'on veut que ça marche. Et quand on commande un produit, on veut qu'il soit livré en temps et en heure. Ça, c'est un bout de l'expérience, mais j'associe plus ça à de l'efficacité qu'à de l'expérience. Et donc, à côté de ça, effectivement, créer un magasin qui va prendre un pari sur la restauration et comment on traduit ça dans un univers digital. Et donc c'est ce qui nous a amené, en tout cas en observant le comportement des clients qui commençaient à bien s'adapter finalement à ces évolutions de l'enseigne, à se dire qu'il fallait aussi qu'on travaille sur des marketplaces pour être présent. Et quand je dis marketplace, je pense pas forcément aux grands classiques de la marketplace, mais plutôt à des acteurs justement comme Just Eat, Glovo à l'époque. En 2016, on a lancé notre présence sur ces deux marketplaces qui faisaient beaucoup de sens par rapport à notre stratégie autour de la restauration et du dépannage. Et aujourd'hui, donc Dépannage. et dépannage, oui, tout à fait, parce que comme on est Dans une quel sens? enseigne, on est une enseigne de proximité, donc aujourd'hui, on est une des enseignes les plus fréquentées en termes de flux physique, mais en termes de panier, les gens font des petits achats en fait chez nous. D'accord, dépannage dans ce sens-là. Okay. Voilà. Et donc l'objectif, c'était d'arriver à créer le pendant du physique dans le monde digital en se disant l'enseigne elle est en train de performer sur de la restauration et sur des petits paniers, petits achats qui ont toujours été la nature de Franprix. Et donc l'objectif c'était de trouver finalement des lieux où le magasin virtuel puisse s'exprimer en cohérence avec ce qu'on est dans le monde physique. Et là où nos clients ont l'habitude aussi de commander. Donc c'est pour ça que notre réflexion sur l'e-commerce, en fait, elle a été progressivement de sortir de ces discounts pour aller s'orienter sur des marketplaces comme Just Eat ou Glovo à l'époque. Aujourd'hui, on travaille plutôt avec Deliveroo. On a lancé ce partenariat juste avant le Covid, juste avant le confinement. Alors, je l'avais raté, mais donc on peut faire ses courses Franprix sur Deliveroo? Oui, aujourd'hui, on a un assortiment en fait de 250 références. On a démarré avec, on va dire, 70 références incontournables et a fortiori, comme on l'a lancé juste avant le confinement, ça a eu une grande utilité aussi pour rendre service à tout le monde en centre-ville qui était confiné chez soi. Et donc là, on a poursuivi notre déploiement. Aujourd'hui, on approche la centaine de magasins qui préparent des commandes Deliveroo et avec un assortiment de plus de 200 références. Ok. Intéressant comme partenariat. Est-ce que bon, on va avoir une discussion longue, donc je me permets, mais vous avez choisi donc d'aller vous installer sur des marketplaces, mais au lancement de Prime, je crois que c'est Monoprix qui a dû être privilégié ou choisi. Est-ce que quelle en est la raison? Alors que vous aviez justement cette proximité forte avec les Franprix. Alors ce que Monoprix a décidé, alors ça s'est fait dans un contexte groupe, donc totalement raisonné et accepté. Après, chaque enseigne a une grande autonomie de décision. Et Franprix a pas du tout pris ce parti-là parce que, comme je te l'indiquais, on a plutôt souhaité axer
au départ sur de la petite course et sur de la restauration. Donc pour nous, ça a été extrêmement légitime d'aller sur ces autres marketplaces, et aussi parce que on a décidé en juin 2017 de lancer notre propre application pour exister par nous-mêmes aussi en ligne. Et donc être capable de répliquer ce qu'on avait appris à travers les marketplaces sur notre propre back-office, notre propre existence digitale à travers une application, et aujourd'hui aussi à travers notre site franprix.fr qui est devenu un site e-commerce. Donc en juin 2017, on a lancé notre app qui visait justement à combiner ce qu'on peut avoir en expérience magasin, c'est-à-dire de la fidélité qui est dématérialisée, des promos personnalisés, et aussi un pendant e-commerce, ou on va dire m-commerce même, qui était dans un couteau suisse qu'est l'application, toujours dans la poche du client, et capable de livrer en 40 minutes un client. Ok. Avec des partenaires évidemment pour la livraison. Oui, alors toujours avec Stuart, Okay. qui est notre société partenaire pour l'ensemble de nos livraisons. Ok, compris. Quand tu arrives quand vous lancez en 2015, est-ce que tu peux nous rappeler, nous dresser le tableau de la grande distrib en ligne à ce moment-là en France, Ah oui. dans son ensemble, en dehors du groupe? En dehors du groupe, alors on se parle d'un marché qui est celui du e-commerce alimentaire. Alors le e-commerce alimentaire, c'est, je dirais, pas le marché qui est le plus développé en e-commerce, parce que si on prend d'autres secteurs d'activité, voilà, il y a des secteurs où le e-commerce pèse facilement pour 30-40% du marché. Là, on est en 2020, on se parle de 7 à 8% du marché. D'accord, donc par rapport au commerce physique. Donc on n'est pas au même niveau de maturité. La France reste un des pays les plus avancés malgré tout en e-commerce sur l'Europe. En termes de pénétration? En termes de pénétration, ouais. Je vais pas me comparer à la Chine ou aux États-Unis. C'est pas les mêmes ratios, mais en tout cas sur l'Europe, la France n'a pas à rougir. Ni les mêmes géographies. Alors enfin, ni aux les mêmes. États-Unis, voilà, Oui. c'est quand même beaucoup plus étalé. Alors qu'en France, on est un petit pays, on a une dizaine de villes qui doivent prendre la moitié de la population, avec un supermarché ou enfin en tout cas un supermarché à moins de 5 ou 10 minutes, quoi. Oui, tout à fait. Et sachant qu'en France, le e-commerce en fait s'est lancé traditionnellement à travers le drive. Le drive, c'est une invention française, et donc le marché historique s'est développé alors à la fois sur on va dire des enseignes de super ou hypermarchés qui ont adossé des drives à leur magasin, et puis en parallèle des acteurs comme Télémarket, Chronodrive, pareil si on remonte dans l'histoire, ou même Qui sont indépendants? Alors qui ont été indépendants, la plupart maintenant sont adossés à des grands groupes. Des grands groupes, ok. Voilà, Oura, c'est Cora, Chronodrive, c'est Auchan, Ushop, c'est Carrefour. Enfin, la marque a même disparu, c'est devenu Carrefour. Mais donc tous ces acteurs étaient soit sur du drive, soit sur un pure player entrepôt plus livraison. Et donc quand on parle de e-commerce alimentaire, en fait, je pense que l'arrivée d'Amazon a aussi précipité pas mal les investissements de la part des grands acteurs du retail alimentaire dans le digital, pour prendre conscience que Amazon allait se lancer sur l'alimentaire en fait. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de maturité sur ces dernières années autour des solutions technologiques, autour des démarches e-commerce, de la multiplicité aussi des solutions d'e-commerce, qu'elles soient en drive ou en livraison. Et aujourd'hui, on se parle d'un marché donc qui, comme je disais, pèse entre 7 et 8 milliards. Et donc, tu as dit 8 à 10% se fait en ligne, hein, c'est ça? Voilà. 7 à 8%, tu as dit combien? Alors, 7 à 8 milliards, c'est l'e-commerce alimentaire, puisque l'alimentaire, c'est un marché de 100 milliards, donc d'où le 7 à 8%. Sachant que la partie livraison, en fait, est encore assez jeune et naissante, finalement, en termes de poids. C'est 600 millions à peu près en 2019 qui étaient faits en livraison. Donc, et le reste est fait en drive.
Ouais, tout à Ok, fait. c'est énorme. J'avais vraiment en tête, mais j'avais pas assez creusé, enfin j'avais pas creusé le sujet, mais j'avais vraiment en tête qu'on était euh, dans un ratio, je vais pas dire inversé, mais plus proche de l'équité, quoi. Non, en fait, la livraison a beaucoup d'avenir. C'est un marché qui va fortement se développer, mais qui reste encore petit et sur lequel il y a tout un tas d'habitudes qui sont en train d'arriver. Alors, le confinement a sans doute aussi aidé, mais qui sont en train enfin, des habitudes qui sont en train de se créer. Et c'est pour ça que le lien avec des Deliveroo, par exemple, c'est des choses qui sont assez intéressantes à travailler en termes d'image de marque, parce que ça permet aussi d'ancrer dans l'esprit des clients que Franprix est aussi capable de livrer, et donc qu'on a cette stratégie mixte entre de la marketplace et le développement qu'on fait en propre, les deux ayant vocation à nourrir un positionnement global sur la livraison. Compris. Donc 7-8 milliards à date en 2020 de e-commerce alimentaire, c'est-à-dire que la commande est passée en ligne et ensuite la livraison se fait soit en livraison, soit en drive ou en collect, j'imagine. Mhm. Tu as dit que on est environ à 600 millions sur la livraison, mais en croissance. Est-ce que sur les 5 dernières années, tu vois comment est-ce que ce ratio a évolué? Alors, toutes ces données de marché elles montrent en tout cas qu'il y a une croissance naturelle du e-commerce alimentaire, et encore une fois très portée par le drive, qui fonctionne bien soit en zone grande périphérie ou en zone province. Sur Paris, ça reste quand même la livraison, et on voit que je crois que l'année dernière c'était un pourcentage de croissance autour de 24% de mémoire, C'est énorme. ce qui est beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une enseigne, même si l'e-commerce alimentaire, c'est peut-être pas encore 50% de son chiffre, c'est important d'y être très tôt et d'amorcer les bonnes stratégies pour pouvoir capter la croissance. Ok. Et dans le mix de distribution pour vous, donc entre le direct to consumer depuis votre site, depuis l'application et ensuite depuis les marketplaces, est-ce qu'il y a une évolution? Alors, en fait, les deux sont en croissance, sachant que la plus grande partie de notre chiffre est faite en direct sur soit notre site franprix.fr, soit sur l'application Franprix. Et donc, on essaye aussi de contrebalancer avec cette stratégie marketplace parce qu'on croit aux deux, on veut que les deux existent, et on pense qu'on a une carte à jouer aussi en marketplace. C'est un autre canal, c'est une autre façon de faire du commerce, mais pour nous, ça a beaucoup de sens. Alors je reviens à la genèse en 2015 du lancement du e-com dans le groupe, pas dans le groupe, pardon, chez Franprix. T'as un enjeu de transfo qui est quand même hyper important. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a un peu une dichotomie entre vente de l'expérientiel, enfin de l'expérience, pardon, en magasin et en même temps vente de l'efficacité sur l'app. J'imagine que tu as 900 patrons de Franprix, alors en retail ou en franchise, j'imagine, enfin en propre ou en franchise, j'imagine que. D'ailleurs, quel est le ratio? C'est 60% en franchise. Donc, 60% en franchise. ouais. T'as une levée de bouclier à ce moment-là? Non, parce que en fait, je dirais que comme toute conduite du changement, ça nécessite d'expliquer un peu ce qui se passe, pourquoi on le fait et comment on le fait. Et en fait, déjà, il y a une impulsion de la direction générale, donc ça aide, hein, ça aide à légitimer un sujet et pas se dire que c'est quelqu'un qui est parti tout seul, tête baissée. Il y a quand même une prise de conscience des enjeux qui est très forte, et dans une boîte qui réagit en général assez vite. Et je dirais même une appétence au sujet parce que finalement, alors quand on est sur des réseaux en propre de nos propres magasins, bon, je dirais que c'est la conviction, elle est facile, c'est de la conviction interne à l'entreprise. Quand on parle avec un patron de réseau franchisé, en fait, la question, elle va pas être tant sur est-ce qu'il faut faire du e-commerce. En fait, la question est plutôt comment on fait du e-commerce. Et ces patrons, en fait, sont généralement comme toi et moi, en fait, ils voient ce qui se passe au quotidien. En plus, ils ont un sens commerçant assez fort. Donc ils voient quand il y a plein de livreurs à vélo, parce que faut le rappeler, hein, l'émergence des acteurs comme Deliveroo, ça date à peu près de ces années-là, hein, 2015-2016.
Et donc l'augmentation, enfin, on a l'impression que ça a toujours existé parce que c'est dans notre quotidien d'urbain, mais finalement, il y a une très très forte accélération de leur part. Et quand on tient un magasin Franprix, tous ces patrons de magasins, ils le voient bien en fait que devant chez eux, il y a une personne à vélo qui passe et qui va livrer un repas, et potentiellement ce repas, c'est des courses en moins chez nous. Donc il y a une conscience en fait de ces choses-là, de ce qui est en train de se passer sur l'univers d'un centre-ville, et donc une volonté d'y aller pour justement se dire je suis dans la course aussi, et mon Ok. magasin a une place à jouer sur cet e-commerce. Et toi, en tant qu'enseigne, tu l'accompagnes dans ce changement. Du coup, j'imagine que il y a un partage de revenus en fait. Vous initiez la vente, mais la vente vient de chez lui, donc enfin, pardon, la marchandise vient de son enseigne. Comment se fait le Alors, en fait, nous, on a un modèle qui est à 100% lié au magasin. C'est-à-dire que globalement, alors quand on a construit notre e-commerce et notamment tout le back-office qu'on a, qui est propriétaire, on pourra en reparler plus tard, mais qu'on a développé en propre pour assurer notre e-commerce, le but, c'était de se dire notre stratégie, elle est basée à 100% sur les magasins. On n'est pas sur un modèle d'entrepôt. Pour plein de raisons qui sont à la fois économiques et aussi par nature de ce qu'est notre marque pour nos clients. Et donc, quand on a plein de Franprix en bas de chez soi, le but c'était de se dire, je dois être capable de livrer vite en fait un client, parce que mon premier concurrent, sinon c'est le Franprix lui-même. Et si Ouais, je veux bien sûr. assurer un service au client, faut pas qu'il ait à commander avec des créneaux qui sont des créneaux de 4 heures dans 5 jours. Faut que je sois capable de le livrer en instantané, en immédiat. Aujourd'hui, on a 80% de nos commandes qui sont sur des créneaux d'express, donc livrés en moins d'une heure. Ok. Et le but, c'était vraiment d'être au plus près du client. Donc, du coup, pour répondre, nous, tout ce qu'on a conçu, on l'a imaginé en se disant, en fait, je suis là pour apporter du chiffre à des magasins. Et toute cette clientèle qui en fait est une clientèle qui connaît l'enseigne, et souvent qui est fidèle à l'enseigne, qui a déjà une carte de fidélité, je vais être capable en fait de lui proposer un service qui peut être que de l'appoint si elle souhaite continuer à faire ses courses mais de temps en temps acheter en ligne, ou basculer un peu plus sur du digital. Mais finalement, tout ce chiffre, il va descendre dans du magasin. Et donc moi je ne capte pas de chiffres. En fait, je gère un D'accord. PNL, je gère une Ok. rentabilité, mais qui est globale sur le modèle. Mais par contre, je ne gère pas un centre de profit qui est complètement dissocié de ce qu'est la rentabilité d'un magasin sur l'e-commerce. Je comprends, c'est hyper intéressant. C'est en fait la marque au service de ses enseignes. Mais du coup, à la concurrence, est-ce que tu sais un peu comment ça se passe? Alors, Vous êtes les seuls à faire ça? Est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'est Alors, commun? je vais prendre le groupe sans parler de concurrence parce que je vais pas me prononcer à la place des autres, mais si je prends dans le groupe entre un Casino Drive qui est sur un modèle très poussé sur le drive, ou un Monoprix qui est très poussé sur la livraison, on n'a déjà pas tous les mêmes modèles. Si je prends Casino Drive, donc c'est adossé à des hyper ou à des supermarchés Casino ou géants. Donc schéma, je dirais assez classique, et qui marche très bien, avec un site, de la commande, et puis les clients passent chercher leur commande dans un point de retrait adossé au magasin. Ok. Monoprix, on a un schéma qui est un peu plus hybride puisque en fait ils ont donc à la fois la présence sur Amazon. Ils avaient historiquement, et ils l'ont toujours, en fait, un service de e-commerce qui est basé sur de la préparation de commandes en magasin. Mais sachant que la préparation de commandes en magasin, c'est pas la même chose dans un Franprix et un Monoprix. Les Monoprix, alors je parle pas de Monop, mais de Monoprix, c'est plutôt des petits ou des grands supermarchés en fonction des zones où ils sont implantés, mais globalement c'est un bon supermarché de centre-ville, alors que Franprix, on est une enseigne de proximité avec des toutes petites surfaces. Donc déjà, on n'a pas les mêmes procédures de préparation de commandes. Mais voilà, on est assez proche sur ce type de préparation. Et puis, il y a le dernier né de Monoprix qui est Ocado, puisqu'ils ont lancé un partenariat avec l'enseigne anglaise
pardon, pas américaine mais anglaise, Ocado, pour développer un entrepôt automatique doté de robots capables de préparer des commandes pour des grosses courses et livrer depuis cet entrepôt. Automatique. Automatique, oui, un entrepôt C'est robotisé. incroyable à voir ça. Alors oui, vous pouvez voir là, il y a eu pas mal d'articles là-dessus et même de vidéos si le sujet vous intéresse. On voit ce balai de robots qui tourne et qui va chercher des produits, les met dans des bacs, dans des sacs et prépare les commandes. Alors c'est hyper intéressant parce que j'arrive pas à aller sur le site. J'ai le sentiment que Alors non, j'arrive sur un truc de login en fait, sign up for delivery. Okay. Et donc c'est un service qui s'est développé sous le nom de Monoprix Plus, qui vient d'être lancé là en juin et qui va permettre d'améliorer la préparation de commandes pour Monoprix. Alors tu l'as dit tout à l'heure, les marques sont assez indépendantes ou autonomes, mais vous parlez avec ton homologue chez Monoprix, chez Casino, chez Alors, on se parle entre enseignes et on se parle aussi avec on va dire une autre business unit qui est très très digitale au sein du groupe, qui est Relevancy, qui gère donc pour info tout ce qui est gestion de la donnée et qui est en train de devenir finalement un acteur à la fois sur de l'advertising et aussi sur de l'algorithmie au service des enseignes. Et pas seulement des enseignes du groupe Casino, mais aussi d'autres enseignes qui souhaitent travailler sur ces sujets de fidélisation, de data produit, data client. Et donc nous, en l'occurrence, en tant que Franprix et enseigne du même groupe, évidemment, on travaille ensemble. C'est la force en fait d'avoir fédéré autour de cette bannière Relevancy des compétences en data science, des compétences en acquisition et puis de la connaissance aussi technologique sur le fonctionnement d'un programme de feed temps réel, par exemple. Perméable, du coup, entre enseignes. Et alors, les données restent bien imperméables puisque chaque enseigne a sa propre base client. Ça, d'un point de vue RGPD, on est chacun vit sa vie. Par contre, sur la partie, je dirais, technologie ou algorithmie, il y a des choses qui sont partagées au sein de Relevancy justement. Et donc il y a des briques qui sont utilisées par exemple chez Monoprix, chez Casino, chez Leader Price et chez Franprix. Si je prends l'exemple de notre programme de fidélité, aujourd'hui toute l'algorithmie sur la promo personnalisée dans le programme de fidélité Bibi, c'est un algorithme qui est travaillé chez Relevancy. Alors que vos personas et vos clients sont différents. Alors que nos personas et nos clients sont différents, tout à fait. Ok, hyper intéressant ça. Vous étiez du coup vous étiez parmi les premiers dans le groupe à innover sur le e-commerce. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Sur la manière dont on l'a fait, oui, et aussi sur toute cette traction autour de travailler d'abord du mobile first, travailler une application, et encore plus sur une application qui se veut couteau suisse entre la fidélité qui a usage aussi magasin, pas que, mais aussi usage magasin, et le e-commerce qu'on porte dans notre application. Compris. Pardon, je te laisse continuer. Et non, du coup, effectivement, c'est comme ça que sont nées aussi d'autres initiatives d'applications mobiles dans le groupe, comme celle de Casino Max ou de par exemple Casino Drive aussi, qui s'est ensuite lancé sur une application. Et donc c'est finalement en fait le partage de bonnes pratiques qui a permis aussi aux autres enseignes d'avancer sur ces sujets. Ok, intéressant. En décembre 2015, vous avez lancé le 1er décembre, hein, c'est ça? Je dis une bêtise? Non, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Hein. Sur ces discounts, ouais, à l'époque, ouais. Ouais, et sur Franprix, c'était, pardon, après. Oui. Comment tu lances le e-commerce chez Franprix? Alors, c'est avant tout un sujet magasin finalement. Okay. Il y a eu un c'est très opérationnel.
Ouais, il y a un sujet technique. Bon, on va dire que quand on veut, on peut, donc la technique doit suivre. En revanche, ce qui est important, c'est comment on va préparer une commande. Et ça, quand on n'en a pas fait, il faut apprendre à le faire. Et donc, ça a été un projet vraiment d'entreprise, c'est-à-dire que on a recruté spécifiquement pour avoir des préparateurs de commandes, pour justement avoir des personnes qui aient la tête disponible pour préparer des commandes, assimiler un process qui est différent de ce qu'on peut faire en tant qu'employé libre-service dans un magasin. Alors c'est-à-dire faire à la fois de la mise en rayon, de la caisse, préparer certains rayons, etc. Voilà, on est dans nos magasins, nos collaborateurs, nos, nos salariés sont multitâches. Et là, en fait, on avait besoin d'avoir la capacité de se dire bon, on a un process, on ne sait pas s'il va marcher et il va falloir l'adapter assez vite. Donc c'était plus intéressant finalement d'y dédier des personnes pour le début et de comprendre comment ça marche. Et du coup, tu l'A/B testes sur un certain nombre de points de vente? Tu le lances Oui. pas sur les 900 d'un coup? Ah non, non, non. Et puis de toute façon, en fait, on l'a lancé que sur nos propres magasins intégrés pour être capable de pousser des produits en magasin pour charger bien les rayons et être sûr que tous les produits étaient détenus, disponibles, etc. par rapport au site. Et puis aussi avec finalement la volonté de se dire on va co-apprendre avec les réseaux d'exploitation. Donc du coup, on l'a fait en boucle courte entre nos magasins propres et puis moi et mon équipe. Ok. Donc le but c'était vraiment de faire cette boucle courte où on va en magasin tout le temps, on regarde ce qui se passe, on regarde comment sont préparées les commandes, on intègre les feedbacks de ces discounts et puis des clients de ces discounts, et puis on essaye d'améliorer ce qui va pas quoi. Et de fil en aiguille, les choses progressent sur le plan opérationnel quoi. Et du coup, aujourd'hui, c'est pas que sur l'intégré. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des. Alors aujourd'hui, C'est toujours. on a sur notre propre e-commerce, on a automatisé énormément de choses qui sont plutôt propres à nos réseaux de magasins intégrés. Nos marketplaces, on les déploie à 100% sur de la franchise. Et là, on a un gros projet justement qui vise à être capable en 2021 d'intégrer nos 900 magasins en faisant fi finalement de 60 ans d'histoire d'informatique pour qui peut être hétérogène d'un magasin à l'autre et être capable de passer au cran supérieur. Alors, c'est la question que j'allais te poser, c'est hyper intéressant, mais tu dis quand on veut, on peut. Sur la technique, donc on a passé 5 secondes à dire qu'en fait ça a été hyper simple, mais ou en tout cas non pas simple, pardon, en tout cas vous l'avez fait, mais ça doit être incroyablement complexe. Alors j'imagine que ça veut dire qu'il faut avoir les stocks en temps réel de tous les magasins, ce qui est plus facile, c'est ça quand on est sur les magasins intégrés? Alors ça dépend, non. C'est pas forcément plus facile d'avoir un stock temps réel. Non, parce que on n'a pas de stock temps réel quand on a, nos systèmes sont pas prévus pour parce qu'il n'y a jamais eu ce besoin-là en fait historiquement. Ok. Donc il a Donc le change, il se fallu, fait aussi au oui. niveau des. Ok. En fait, justement, quand on a travaillé sur l'e-commerce, quand on a reconstruit tout un back-office là courant 2018 et encore on continue à élaborer plein de nouveautés en ce moment sur ce back-office, on a décidé de prendre la main sur le back-office, d'en être propriétaire et de le développer en fonction de toute la transfo digitale qu'on devait opérer, c'est-à-dire sur nos référentiels clients, les référentiels produits, des référentiels magasins. Et en fait, il faut apporter finalement de la force du digital et du temps réel sur des choses qui sont des systèmes historiques. Et jouer avec ces systèmes-là, parce que je prends un exemple, la CRM, c'est une CRM groupe qui est historique. Le programme de fidélité et les cartes de fidélité, c'est pas nouveau. Ça existe depuis des années dans le groupe. L'idée, c'était pas de se dire je refais la CRM ou je lance une CRM ou une CDP ou autre chose de plus moderne. C'était de se dire j'ai des millions de cartes qui sont là-dedans, je vais pas créer une CRM à côté pour recréer une base client nouvelle.
elle doit être nativement la même, sinon c'est dommage. Mes clients Oui, qui ont et une puis tu vas carte, partir, tu vas commencer à créer une dette incroyable ensuite sur exactement. l'usage, l'expérience et le. Ok. Voilà. Et donc l'idée c'était de transformer ces systèmes historiques, les moteurs de promotion, les moteurs qui marchent sur nos caisses ou la CRM pour arriver à les exposer, à leur donner du temps réel avec des middleware ou des surcouches, on va dire, digitales. Donc ça a été le gros de notre travail. Et puis d'approximer parfois des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de temps réel pour être au plus près de la vision la plus juste pour le client. C'est intéressant ça. Du coup, là, il y a un choix qui doit être fait entre le. C'est marrant, je disais ça exactement hier dans un épisode avec Split, qui sort d'ailleurs aujourd'hui, on est vendredi 24 juillet. Tu sais, done is better than perfect. Donc je pense que et je comprends que dans ce process de change informatique que vous avez, il y a un moment où tu dois faire un choix entre est-ce qu'on continue de creuser pour avoir une donnée parfaite ou est-ce qu'on accepte ce petit. En fait, sinon Sinon t'as jamais fini quoi. c'est des choses un peu b.a.-ba si je dis ça, mais c'est entre finalement faire du cycle en V ou faire de l'agile quoi. Ça revient un peu à ça. Ça revient à ça, t'as raison. Et finalement, est-ce que j'attends dans 2 ans d'avoir un système parfait et je serai peut-être déjà obsolète, ou est-ce que c'est pas grave, on s'y met, on teste et puis on apprend et on améliore ce qui est le plus visible du client et le plus irritant. Évidemment, faut le traiter en priorité. En revanche, effectivement, c'est faire des compromis de périmètre pour arriver à générer du chiffre et avoir une expérience client qui soit bonne, quoi. Hyper intéressant aussi comme état d'esprit dans un groupe. Alors, Franprix est petit chez Casino. Enfin, petit, c'est pas l'éléphant chez Casino, dans le groupe Casino. Mais c'est quand même intéressant comme état d'esprit. Casino, c'est, je crois, 35 milliards de CA. Franprix, c'est du coup un peu moins forcément, mais c'est quand même une mentalité un peu start-up, quoi. Oui, et c'est ce que je dis et vis sur le digital, c'est le reflet aussi de ce qu'on peut avoir sur du sourcing magasin, par exemple. Je vais faire un parallèle non digital, mais c'est pour l'anecdote, quand on source des produits innovants, il y a 5 ans, Franprix, c'était pas encore les magasins qu'on connaît. Et on avait un peu de mal à sourcer des innoproduits, par exemple. Donc il y avait une petite cellule qui s'était montée quand j'ai démarré. C'était amusant, on était dans les mêmes open space, donc plein de coups de fil à gauche à droite pour essayer d'attirer des marques un peu niches à venir chez nous, à faire un test et à voir si la commercialisation dans un Franprix pouvait marcher. Aujourd'hui on est sur une autre échelle parce qu'on arrive à nouer beaucoup de partenariats avec des marques à la fois grosses ou petites, peu importe. On travaille des partenariats avec Emma, Decathlon, mais aussi avec des plus petites marques, avec Respire, avec Merci Andy. Enfin voilà, il y a plein que de vous marques. avez entendu, chers auditeurs, sur ce podcast. Et c'est d'ailleurs pas toi l'interlocuteur le mieux placé pour en parler, mais c'est un sujet que j'aimerais bien traiter. C'est quelles sont les clés pour réussir sa distrib en grande surface avec le groupe Casino. Alors nous on a eu un parti pris qui était très simple, et qui en général plaît aux startups, c'est-à-dire que on n'a pas des milliards à mettre sur la table sur de l'investissement ou des levées de fonds. Par contre, on a un atout énorme, c'est nos magasins et la capacité de se dire je vais faire de la place dans le rayon pour mettre une inno, la tester, et puis l'inno qui marche et qui se vendra bien, elle finira sur notre entrepôt à destination de tous les magasins qui souhaitent la commander. Et en fait, c'est comme ça qu'on a travaillé l'innovation produit chez Franprix, en allant voir. Alors je prends un exemple aussi, Feed, la boisson déshydratée, qui est plus qu'une boisson puisque c'est un repas. Le repas déshydraté. Le repas carrément, ouais. Mais qui existe maintenant sous forme de bar. Moi, alors là, il y a vraiment, je fais une parenthèse, énormément de détracteurs. Moi, je suis assez fan. Hein. J'aime beaucoup. On en a au bureau et c'est vrai Il en que faut pour tous les goûts. Hein. Quand on n'a pas le temps d'aller déjeuner et qu'on enchaîne les réunions, c'est vrai alors maintenant il y a des bars, il y a plein de choses. Il y a des bars, il y a plein de choses. Exactement. Mais Feed,
un Oui, autre exemple de produit qu'on trouve chez vous, justement. exactement. Et comment ça s'est fait? C'est une rencontre dans un salon ou une conférence, je sais plus, et puis une discussion. Ça s'est fait comme ça, et en se tapant dans la main, en se disant ok, bon on fait un test, et puis si ça marche, il se trouve qu'au bout de 3 semaines, tout était écoulé, donc le test a été concluant, et Phil est rentré sur notre entrepôt, et aujourd'hui c'est présent dans la plupart de nos magasins. Alors, avant de refermer cette parenthèse, je dis que on en avait parlé en préparant cet entretien, et tu m'as dit que tu n'étais pas la personne la mieux placée pour parler de ça. Je l'invite donc officiellement, ta collègue, ton collègue, à venir nous raconter Je lui comment. transmettrai le message, je pense qu'elle le fera avec grand plaisir. Je fais un pas en arrière, donc tu as dit on n'efface pas 60 ans d'histoire informatique du jour au lendemain, donc parfois il faut arbitrer, faire des choix. Ça me fait penser à un épisode très intéressant de If This Then Dev, ce podcast animé par Bruno Soulez, qui était avec Marie-Caroline Bénézé, qui est la CDO de Gare et Connexion à la SNCF, et qui me racontait la même chose. Il y a tu pars avec, alors c'est pas une dette, c'est juste une archi historique qui est faite d'évolution, de patch, parfois de breakthrough, mais faire coïncider tout ça avec une accélération des technos comme on a eu ces 10 dernières années en termes d'API, de multi-device, de multi-plateforme, de polymorphing, d'applications, c'est un réel enjeu quand même. C'est un enjeu. Et alors, il faut pas non plus le prendre comme un inconvénient, parce que si on le voit sous un autre angle, en fait, on peut se dire que au moins c'est un système qui est éprouvé, parce que vu le trafic client en magasin, on sait qu'au moins il marche. Et alors, il nécessite des adaptations pour répondre à d'autres enjeux autour du digital, mais c'est un système assez robuste et qui a fait ses preuves sur des années. Donc c'est pour ça que je dis il faut pas effacer 60 ans d'histoire, c'est que on a des magasins, on a des systèmes, on a des choses. C'est la force d'un grand groupe, c'est la force d'enseignes historiques. Il faut simplement être capable de s'adapter et de s'adapter vite. Et donc soit faire des choix où finalement on essaie d'adapter ce qui existe, soit en allant plugger, on va dire, des choses qui n'existent pas ou qui ne sont pas transformables, mais qui sont disponibles à l'extérieur. Je vais donner un exemple sur tout ce qui est référentiel produit. Moi, quand j'ai démarré, il n'y avait pas de référentiel produit digitalisé. Et quand on est une enseigne, c'est critique, surtout si on veut faire du e-commerce ou même d'afficher des promos personnalisés, d'être capable d'avoir un assortiment avec des photos, des libellés propres, des marques qui sont pas des abréviations. Enfin, en gros, c'est la distinction entre un système de supply pour un entrepôt et puis un système qui est orienté client, quoi. Et donc, on a fait des choix très tôt. On a choisi Akeneo, par exemple, pour travailler sur notre PIM, notre base d'infos produits, pour être capable d'agréger toute l'info, sourcée chez Alchemix ou sourcée un peu ailleurs, pour travailler des fiches produits qui soient propres, qui soient claires, et dans lesquelles on ait tout ce qu'on souhaitait y mettre, quoi. C'est hyper intéressant parce que tu m'as dit un peu plus tôt dans l'entretien que la stack, enfin vous aviez tout développé, la solution tech en interne, mais quand même fait appel à des. Alors, Stuart sur la livraison, c'est un partenaire de service, mais sur la stack technique, tu as des acteurs comme Akeneo, pardon, qui du coup quand vous lancez est encore tout jeune. Alors, nous, on a un partenariat qui date d'il y a 3 ans déjà, avec Akeneo, donc, mais qui était déjà une bonne solution, qui était en bon développement et en croissance. Donc, c'est un choix qu'on a fait en connaissance de cause, et surtout qui nous a apporté, énormément pour justement faire cette transformation du référentiel produit, quoi. Ok. Et effectivement, pour te répondre, ouais, on a décidé, de pas tout faire en interne. Il y a des briques qu'on externalise, comme cette brique d'infoproduit. Tu peux nous en donner d'autres? Ouais, par exemple, tu vois, sur tout ce qui est score nutritionnel, on travaille avec une startup qui s'appelle ScanUp, qui nous donne des Nutri-Scores et des scores de degré de transformation des produits. C'est-à-dire qu'un produit peut être plus ou moins transformé pour avoir le produit que vous avez dans vos rayons. Et donc, c'est des scores nutritionnels finalement qu'on donne comme information aux clients. Et donc, cette startup nous fournit
les scores sur notre assortiment. Ok, intéressant. Donc vraiment la philosophie, c'est de se dire en fait j'ai la main sur tout ce tout ce qui me semble le plus critique et maîtrisable dans mes enjeux en tant que commerçant ou e-commerçant. Et finalement, j'externalise certaines briques. C'est pas qu'elles soient pas critiques, mais sur lesquelles il y a une expertise autre qui n'est pas forcément le cœur de métier de l'enseigne. Oui, faut pas réinventer la poudre, quoi. Voilà, exactement. Et Okay. surtout quand on a la chance d'avoir des super solutions françaises sur étagère, on les prend, quoi. Et alors c'est intéressant. J'ai encore plein de questions, mais peut-être Fais-toi une plaisir, question vas-y. avec laquelle j'aurais dû commencer. C'est quoi tes enjeux et sur quoi est-ce que tu es jugé? C'est une bonne question. Alors mes enjeux, j'en ai plusieurs. Donc j'ai un enjeu autour de faire croître notre écosystème digital. Et je parle d'écosystème digital, pas uniquement de e-commerce pour le coup, parce que j'ai du coup cette casquette de transfo digital et d'acculturation digitale au sein de l'enseigne. Pour justement accélérer et être toujours dans ce rythme de vitesse. Donc ça c'est un des pendants on va dire de mes objectifs. Et puis l'autre morceau qui évidemment est autour de la croissance de trafic sur nos interfaces digitales et de développement du chiffre e-commerce. Sans aller piquer du chiffre aux franchises ou aux magasins intégrés. En fait, personne en interne ne raisonne en se disant ça va me piquer du chiffre. Oui, parce que le chiffre tu l'apportes au boutique, mais ouais. ok. Et il le voit plutôt justement comme si je le fais pas, je vais perdre du chiffre. Ok, intéressant, dans l'autre sens. Et encore plus avec ce qui s'est passé sur les derniers mois. Ouais, sur le Covid, j'imagine que toi, tu as vécu une accélération incroyable. Oui, on a fait en trafic, on a fait du presque x10 et sur les commandes, on a fait du x4. C'était un moment hyper intéressant. Moi, j'étais coincé au Maroc quand la France a été fermée, on va dire. J'ai réussi à avoir un vol en last minute pour rentrer. Mais bref, mais j'entendais les news en me disant ouais, les magasins sont vides, il y a plus de pâtes, plus de farine sur les rayons. Alors j'ai fait les courses au Maroc où j'étais en vacances J'ai fait les courses au Maroc. J'ai acheté 5 kilos de pâtes qu'on a foutu dans les bagages avant d'entrer. Et finalement, on est rentré. On a réussi à aller faire des courses, mais c'est vrai que c'était pris d'assaut. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'avais mes habitudes de conso et d'achat en ligne, mais j'ai ouvert à ce moment-là pas mal de comptes sur d'autres plateformes en fonction de mes besoins alimentaires pour aller voir si je trouvais les pâtes, la farine, le ketchup, je sais plus, bref, chez d'autres quand il n'y en avait pas dans les premières plateformes que je consultais, quoi. Et tu as eu exactement le comportement de beaucoup d'entre nous en fait et beaucoup de consommateurs, c'est-à-dire finalement d'essayer de trouver le premier créneau disponible à gauche ou à droite finalement. Je pense que la préférence de marque, c'est pas trahir un secret en disant ça, mais elle a un peu disparu pendant la période. Donc du coup, les gens cherchaient un peu tous azimuts les premiers créneaux disponibles sur les services de commande en ligne. Mais ça, c'est un point intéressant. Est-ce que toi, tu vois, en termes de data, ça doit être incroyable parce que quand tu passes 7 à 8 milliards de commandes en ligne, une bonne partie dans le groupe Casino, une bonne partie chez toi, tu dois avoir ces infos. Mais l'attachement à l'enseigne versus l'attachement à la marque du produit, tu vois, mon Nutella, je le trouve partout. Qu'est-ce qui me pousse à continuer de l'acheter chez... Alors, enfin, déjà pour bien repréciser, les 7 à 8 milliards, c'est le marché e-commerce au total. Oui, ouais, voilà, c'est important que tout le monde l'intègre bien. Nous, en fait, ce qu'on a, alors déjà, enfin, la première urgence à laquelle on devait répondre, c'était une urgence magasin, parce que effectivement, tu l'as dit, suite aux annonces de confinement, très vite, les rayons étaient vides. Donc c'était déjà des enjeux propres au métier du retail, donc retrouver une supply, trouver des sourcings de produits en crash, mettre en place toute une organisation pour sécuriser les employés en magasin avec des masques, du gel, des parois en plexi, etc. Et côté RH, trouver 1000 personnes pour aider en magasin en 72 heures. Donc en gros, là, la force de réactivité de l'enseigne et son agilité ont été mises à rude épreuve, mais ça a marché.
c'est dans ces moments-là qu'on retrouve notre ADN la meilleure. Et sur l'e-commerce, en fait, on a été très très dépendant finalement de cette vie du magasin. C'est pour ça que j'en parle, puisque tout notre e-commerce est basé sur les magasins et que pendant 2-3 jours, les magasins étaient en incapacité finalement de préparer les commandes. Et il fallait juste le temps qu'ils retrouvent finalement post-démarrage du confinement un rythme, je vais pas dire un rythme de croisière parce que ça serait totalement faux, mais plutôt une organisation qui leur permette de gérer un flux physique en même temps qu'un flux digital. Et donc, nous, on a totalement réorganisé nos opérations pour être capable de, en quelques jours, on a pris des décisions assez radicales. Par exemple, tu parlais de créer des comptes pour trouver des créneaux. Nous, on a pris le parti d'aller à l'antithèse en fait de ce que faisaient la plupart des enseignes, c'est-à-dire d'éviter de promettre ou de fermer beaucoup de créneaux, et plutôt de se dire on ouvre tous les jours. Et tous les jours, on remplit notre funnel de commandes et tous les jours, on ferme. Alors au début, on fermait au bout d'1 heure. Donc ça faisait pas une fenêtre de tir très large, mais c'était déjà des milliers de commandes qui tombaient sur 1 heure. Et puis le lendemain, on réouvrait et puis ainsi de suite. Et en même temps, on a pu déployer des magasins pour préparer des commandes en moins de 2 semaines et pour beaucoup à distance pour être capable d'absorber toujours plus de flux de commandes. Ça a dû être un enjeu passionnant parce que tout le monde, on le sait, hein, on n'a pas manqué de bouffe, hein, tu vois, les politiques, tout le monde le disait avant, il y aura suffisamment pour tout le monde. Mais en revanche, on a manqué disons, le réseau a été tendu et mis à mal ces quelques premiers jours d'organisation, peut-être quelques premières semaines d'ailleurs d'organisation. Ça a dû être passionnant à voir de l'intérieur aussi, quoi. Oui, c'est passionnant et surtout, encore une fois, ça nécessite de faire des arbitrages de situations de crise, c'est-à-dire de décider très vite. Par exemple, moi, j'ai suspendu toute notre roadmap de développement, et on a inversé toutes nos priorités, c'est-à-dire c'était que du monitoring d'éventuels bugs critiques avec résolution en quelques heures ou quelques jours au plus tard. Si on avait, heureusement, on avait fait une grosse phase de stabilisation en amont, ce qui a permis d'absorber ce flux. Mais on a décidé, par exemple, on avait une grosse release qui devait sortir, je sais plus si c'était fin mars. Évidemment, elle n'a pas eu lieu, quoi. Elle a été, elle a été suspendue. Elle a été mise en stand-by. Voilà, pour pas prendre un risque et surtout s'assurer que finalement le service continue à tourner face au volume de commandes qu'on avait. Ok. Tu me tends une perche hyper intéressante. C'est quoi l'équipe e-com et Inno chez Franprix ? Alors, il y a une équipe... combien de personnes et quel type de profil, quel type de métier ? Alors, il y a une équipe innovation et concept qui est au sein de la stratégie, qui regroupe, si je cumule les deux, innovation et concept, on se parle d'une petite dizaine de personnes. Et puis sur le digital, au sens à la fois e-commerce, mais pas seulement e-commerce, on est 12. Ok, donc ça reste relativement restreint. Alors c'est une belle équipe, mais effectivement, non, mais pour le donc volume de 20, d'enjeux, c'est pas mal. C'est ça, On s'ennuie pas. 20-30 personnes pour... ok. Je crois que tu es assez contrôlé. Tu peux nous donner le chiffre de vente en ligne de Franprix ? Non, je peux pas vous donner le chiffre, c'est confidentiel, mais c'est un chiffre en croissance. Une cote-part en croissance sur le chiffre de l'enseigne. Tu m'as donné tes enjeux, je t'ai demandé sur quoi tu étais jugé, donc le trafic sur le site et le volume de vente. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Les collaborations, tu m'as dit sur le digital ? Alors, les collaborations sur le digital, oui, alors il y a... on va dire, il n'y a pas d'objectif en tant que tel. L'enjeu, il est plutôt de se dire que on a une stack qui est best in class avec finalement les collaborations les plus justes. On travaille pas forcément avec des très très gros acteurs. Globalement, on fait attention parce que dans les choix qu'on fait, en fait, on cherche toujours à avoir finalement en face de nous des gens qui sont à notre portée. Encore une fois, il y a parfois des SS2I, des ESN, on dit maintenant, qui sont beaucoup trop gros pour nous, ou des solutions qui sont devenues, des solutions qui marchent bien sur une équipe full time dédiée avec 10 personnes. Et nous, c'est pas notre cas.
Donc on cherche plutôt des solutions relativement simples qui correspondent bien à notre besoin et qui sont adaptées aussi à la taille de l'équipe qu'on est. Okay. Donc ça, là-dessus, on essaye de pas pécher par excès d'orgueil pour faire les bons choix. Et souvent, c'est aussi comme ça que ça marche bien parce qu'en fait, on a une collaboration qui est saine et assez équilibrée. J'aime pas parler de prestataire, mais plutôt de partenaire. Tu vois, si je prends un exemple sur du SEO, on travaille avec Eskimos, et c'est simple parce que finalement, on se comprend bien, on partage ouvertement des enjeux. Et du coup on est vraiment dans une relation partenariale. Ok, hyper intéressant. On a parlé du passé, on a parlé du présent. Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes, quelques clés de lecture pour l'avenir? Où est-ce que ça va le e-com et la grande distrib et la grande conso, pardon? Alors, je dirais que c'est d'autant plus à voir au regard de ce contexte, La situation actuelle, ouais. Ouais, de cette situation qui a catalysé beaucoup de choses, que ce soit dans des habitudes de consommation ou finalement des prises de conscience aussi sur ce que ce digital et cet e-commerce pouvaient apporter à une enseigne et aussi et surtout aux clients. Donc je dirais que finalement les enjeux pour nous ils vont être à la fois sur consolider des positions, on a vu la force des modèles qui sont relativement résilients et capables de finalement d'absorber des pics de charge, et donc du coup ça nous a amené à faire un énorme stress test sur tout notre modèle. Donc le but c'est vraiment de consolider tout ça. On va aussi beaucoup travailler sur finalement le déploiement de notre modèle en franchise, parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est maintenant notre modèle a atteint un stade de maturité qu'on a bien éprouvé sur nos propres magasins et qu'on doit être capable de proposer aussi à nos propres franchisés. Et puis dans l'évolution, je dirais que il faut qu'on continue à maturer notre modèle e-commerce aussi sur des stratégies d'e-merchandising, sur de la personnalisation. Voilà, donc là-dessus, je considère que on apprend par étapes. Faut pas brûler les étapes justement, faut pas aller trop vite, surtout quand on a des équipes qui sont très impliquées, qui ont très envie. Faut y aller par étapes pour être sûr qu'à chaque fois on consolide, on apprend et on est capable de passer le step du dessus pour maturer notre stratégie e-commerce et digitale. Alexandre, c'était une belle phrase pour conclure. Je te remercie énormément. Je suis très fier parce que j'ai réussi à placer polymorphing à la 48e minute. Je suis pas sûr que le mot existe et je suis même pas sûr de savoir ce que ça veut dire, mais je l'ai dit, donc c'est un peu... Bravo. Merci infiniment. Je relance l'appel à ton ou ta collègue sur la partie Inno, enfin disons partenariat avec les marques. Je l'appelle juste après, t'inquiète pas. Mais non, c'était vraiment passionnant. Et déjà je comprends mieux l'approche, les challenges et les enjeux, et moi qui adore le retail et la distrib, j'ai trouvé ça passionnant. Donc merci encore et infiniment d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé avec nous. Je te remercie infiniment en tout cas pour l'invitation et tu auras la suite avec l'innovation. Ça marche. Merci à vous tous aussi, chers auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Salut Alexandre. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du Panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.